Mélanie Chantreuil, je suis néphrologue à Mâcon et effectivement, je vous ai préparé une présentation sous forme d'un cas clinique. En fait, on va suivre un patient tout le long. Ça va nous permettre de reprendre les bases sur les lithiases et d'aller jusqu'aux dernières innovations. Je vais pas pouvoir parler de tout sur les lithiases parce que c'est très très vaste. Donc c'est pour ça qu'on va s'axer sur un patient. On reçoit en consultation un patient qui a pour principaux antécédents une hernie discale. Il nous dit aussi qu'il a fait de la goutte, de la chondrocalcinose. Il ne sait pas exactement le diagnostic précis. En tout cas, ça s'est amélioré sous adénurique. Et puis, il a aussi une maladie rénale chronique stade 3, qui était stade 3A, et une surdité de perception qui est apparue vers l'âge de 60 ans. Dans sa famille, il n'y avait pas de néphropathie familiale connue. Son oncle a déjà fait de la goutte à répétition. Et puis, en fin de consultation, il nous dit « Docteur, je vous ai apporté quelque chose. Mon médecin traitant m'a dit de vous le montrer. » Et il nous montre ça. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que, selon vous, en voyant ce calcul, on peut déjà savoir pourquoi il fait des calculs et comment le traiter? Donc oui, en regardant le calcul morphologiquement, en fait, on peut déjà savoir ce que c'est, quel type de constituant il y a dans le calcul et connaître l'étiologie de son calcul pour pouvoir traiter le patient de façon adaptée. Là, c'est un calcul de védélite et de carbapatite de type 2A et 4A1. C'est des calculs qui sont faits majoritairement de calcium et qui sont calcium dépendants. Donc, c'est un patient qui perd du calcium dans les urines et il va falloir du coup qu'on trouve une anomalie dans la régulation du calcium qui expliquerait ce type de calcul. Ça, on le sait grâce à Michel Dodon, qui a développé toute une classification morphologique. Et donc ça, c'était le type de calcul de ce patient-là. Et grâce à cette classification morphologique, on peut connaître le type de calcul et son étiologie. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire analyser les calculs chez nos patients. Et si jamais on a déjà fait des coliques néphrétiques, de récupérer les calculs pour pouvoir les faire analyser. D'autant plus que la lithiase, c'est une pathologie très fréquente. En France, on a quand même 1 personne sur 10 qui a une pathologie lithiasique. Donc dans la salle, probablement qu'il y aura plusieurs personnes malheureusement qui feront des calculs. C'est une prévalence qui est en hausse, qui est majoritairement retrouvée chez les hommes, même si cette tendance est amenée à être lissée parce que les principaux facteurs de risque qui sont l'obésité et le diabète sont en augmentation dans nos populations actuellement. Et c'est important de s'intéresser à la pathologie lithiasique parce que ça peut emmener à la maladie rénale chronique et même parfois à la dialyse. Alors, comment se forment les calculs dans les urines ? On va avoir des molécules qui sont éliminées par nos reins dans les urines. Alors ces molécules, ça peut être le calcium, l'oxalate, ça peut être aussi l'acide urique. Les principales molécules qui forment les calculs dans les pays développés, c'est surtout l'oxalate, le calcium et l'acide urique, mais on a aussi d'autres molécules comme la cystine. Et puis, cette variation de concentration dans les urines est en lien notamment avec le volume urinaire. On imagine bien que plus on boit, plus on urine, donc plus notre volume urinaire sera important. Et plus notre volume urinaire sera important, plus cette quantité de précurseurs qui passent dans les urines va être diluée. Donc moins on aura un risque de sursaturation de ces précurseurs et donc de cristallisation, puis de formation du calcul. On sait aussi que dans les urines, il y a d'autres molécules qui agissent et qui vont permettre d'inhiber cet assemblage de précurseurs comme l'oxalate en cristaux, et c'est notamment le citrate et le magnésium. Et puis on sait aussi que certaines malformations urinaires, en engendrant par exemple une stase urinaire au niveau des calices, comme le reflux ou d'autres types de malformations, peuvent favoriser les calculs. Puis on a aussi les infections urinaires et les corps étrangers qui peuvent favoriser les calculs.
calcul. Donc il y a une stabilité sur le plan physiologique qui se fait au niveau des urines, et quand quelque chose est dérégulé sur un des différents paramètres, et ben on peut être plus à risque de faire des calculs, tout en sachant que les principaux facteurs, c'est notamment le volume urinaire. Moins on urine, forcément plus on aura des urines concentrées, et ça c'est le principal facteur de risque de faire des calculs. Alors ça, c'était des images que j'ai empruntées dans une des revues de néphrologie et thérapeutique. C'est des images de Michel Dodon, et en fait, c'est pour vous prouver à quel point c'est important de récupérer les calculs. Parce que vous voyez sur les deux images du haut, c'est des calculs qui sont formés à base de précurseurs qu'on appelle l'oxalate, qui sont oxalo-dépendants. Pourtant, vous voyez que ces calculs sont totalement différents. À gauche, vous avez un calcul de type 1A, et en fait, c'est un calcul qui est en lien avec des anomalies diététiques et avec notamment un volume urinaire très faible. Alors qu'à droite, vous avez un calcul qui est aussi oxalo-dépendant, mais qui est en lien avec une maladie génétique qui s'appelle l'hyperoxalurie primitive. Et cette maladie génétique engendre une perte d'oxalate dans les urines, et donc on voit bien que c'est pas du tout la même prise en charge thérapeutique qu'on devra faire pour ces deux types de patients. À gauche, ça sera plutôt réexpliquer les règles hygiénodiététiques. Donc, qu'est-ce que c'est? Les principales règles hygiénodiététiques, c'est boire plus de 2 litres par jour pour uriner plus de 2 litres. C'est manger 3 produits laitiers par jour. Ça va être aussi de ne pas manger trop salé. On dit souvent 6-8 grammes de sel par jour aux patients lithiasiques. Et puis, ça va être de ne pas manger trop de protéines, donc un produit d'origine animale par jour. Alors que le patient qui a le calcul à droite, c'est un patient qui va nécessiter une prise en charge très adaptée, parce que il y a encore quelques années, c'était des patients qu'on voyait presque systématiquement en dialyse. Maintenant, on a des médicaments qui sont des inhibiteurs de l'ARN qui sont utilisés, qui sont très efficaces, mais du coup, ça ne sera pas du tout le même type de prise en charge. Au milieu, vous voyez deux types de calculs qui sont des calculs de type 2A et 4A1, qui sont des calculs calcium dépendants. Et là, on va rechercher plutôt une anomalie dans la régulation du calcium chez ces patients-là. Donc, ça ne sera pas du tout le même type de prise en charge que les patients du dessus. Et enfin, le calcul du bas, c'est un calcul qu'on appelle 4A2, et c'est un calcul qui est en lien avec des acidoses tubulaires distales. Et donc, chez ces patients-là, il faut soit rechercher une acidose tubulaire distale d'origine génétique, donc ça ne sera pas non plus la même prise en charge qu'une origine auto-immune, comme la maladie de Sjögren par exemple. D'où l'importance d'analyser les calculs et de les reconnaître. Donc, vous avez commencé à comprendre qu'en fait, ce qui est passionnant dans la lithiase, c'est que c'est une vraie enquête. Et qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe chez les patients de façon individuelle pour pouvoir les traiter au mieux et de façon individualisée. Donc, on retourne à notre patient. Donc, pour vous rappeler, il a un calcul qui est calcium dépendant, donc c'est qu'il perd trop de calcium dans les urines. Ce qu'il faut faire quand on reçoit un patient en consultation de lithiase, c'est déjà essayer de comprendre son histoire lithiasique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que déjà, il faut qu'on sache quand est-ce qu'il a commencé ses premiers calculs. C'est pas pareil quand on commence à avoir des calculs à jeune. Donc, quand je dis à jeune, c'est jusqu'à 30-35 ans, que quand on a fait le premier calcul à 70 ans. On va pas penser aux mêmes causes, et c'est pas non plus la même chose quand on a fait 10 coliques néphrétiques versus une colique néphrétique. Donc, ce patient-là, il a fait quand même son premier calcul à 26 ans, ce qui est quand même très jeune. Donc, ce calcul a été analysé, et comme on l'a vu auparavant, il était beige et spéculé.
Et puis, il n'a jamais eu de récidive de colique néphrétique par la suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais eu de récidive de création de lithiase. Comme on peut le voir par la suite, il a même eu plusieurs prises en charge urologiques parce qu'il avait toujours des calculs qui étaient dans les cavités urinaires et qui étaient à risque de faire une colique néphrétique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une colique néphrétique, c'est quand on a un calcul qui se bloque dans les voies urinaires et qui met les voies urinaires en pression, ce qui est extrêmement douloureux. Donc on a un patient qui a commencé sa pathologie lithiasique à jeune, qui a récidivé, qui a eu plusieurs prises en charge chirurgicales pour ça, et surtout les lithiases étaient bilatérales. Ça aussi, c'est important de le noter, parce que quand on fait des calculs uniquement d'un seul côté, il faut rechercher absolument une anomalie morphologique qui pourrait favoriser les calculs, un reflux d'un côté, une anomalie morphologique sur une partie du rein. On réévalue aussi régulièrement donc l'imagerie pour voir si la pathologie est active, si elle s'aggrave, si les calculs grossissent, s'il faut les prendre en charge chirurgicalement. Et donc, comme on peut voir, c'est que lui, il a des calculs bilatéraux et des gros calculs. Il a même un empierrement en fait lithiasique à gauche avec un amas lithiasique qui fait presque 2 cm, ce qui est majeur. Et donc, on peut comprendre pourquoi il a sa maladie rénale chronique et pourquoi il a une altération de sa fonction rénale. Je vous ai fait un petit rappel sur l'homéostasie du calcium et comment est régulé le calcium dans notre corps. J'ai emprunté cette diapositive à Emmanuel Le Tavernier, qui est lithologue à Thonon. Donc, ce patient, il a un calcul qui est dépendant du calcium. Donc, ce qui est important, c'est déjà de comprendre dans un état normal comment est régulé notre calcium. On a 4 organes qui régulent le calcium. On a le système digestif, parce que quand on mange du calcium, on va l'absorber au niveau digestif par la suite. On a l'os, où l'os est majoritairement composé de calcium. On a le rein, qui va réguler la perte de calcium et la réabsorption de calcium. Et puis, on a un autre organe qui n'est pas mis sur la diapositive, qui est les parathyroïdes, qui va permettre de réguler le calcium pour avoir une valeur de calcium ionisé. C'est vraiment la valeur, c'est cette valeur-là qui est régulée, qui soit stable dans le sang. Donc, on voit chez un patient qui n'a pas de problème dans la régulation du calcium que l'équilibre entre le système digestif, l'os et les reins est plutôt stable. Et en fait, le reflet de ce qu'on mange dans la journée de calcium est le reflet de ce qu'on urine. Donc, si on mange 5 millimoles de calcium dans la journée, on va uriner sur 24 heures 5 millimoles. Ça, c'est à l'état stable. Cette régulation, elle se fait parce que c'est le calcium ionisé, comme je vous disais, qui est la valeur régulée. Et on va avoir différentes hormones, notamment la parathyroïde qui est sécrétée la PTH, qui est sécrétée par la parathyroïde. On va avoir la 25-OH vitamine D et la 1,25-OH vitamine D qui sont en partie sécrétées par le rein. Et puis, on va avoir différents récepteurs au niveau digestif, au niveau urinaire et au niveau osseux et au niveau des parathyroïdes qui vont nous permettre de réguler ces différentes hormones qui sont les récepteurs du CASR et du VDR. Donc vous comprenez maintenant que quand on a un patient qui perd du calcium dans les urines et qui fait des calculs de calcium, c'est aussi important de vérifier ces autres organes qui régulent le calcium. Et notamment, c'est important de voir si il peut avoir des conséquences au niveau osseux, parce que quand on perd du calcium dans les urines, ce calcium, il peut venir du système digestif, des os, il peut venir de ces différents organes-là. Et donc, notre patient nous raconte qu'effectivement, il a eu une fracture du poignet. Bon, a priori, c'était post-traumatique. Mais il a eu quand même des soucis dentaires assez importants depuis l'enfance. Et il a aussi une perte de taille. C'est des patients qu'il faut mesurer aux consultations parce qu'on est souvent surpris. Ils ont souvent une perte de taille assez importante. Et lui, il avait quand même perdu 1,5 cm de taille. Donc, on a quand même l'impression qu'il y a un retentissement sur le plan osseux qui est quand même pas négligeable du fait de cette perte de calcium dans les urines.
Et effectivement, il a eu une ostéodensitométrie qui montre une ostéoporose qui a un risque fracturaire élevé. Donc ça, c'est un patient qu'il faudra aussi orienter auprès des rhumatologues pour qu'il soit traité. Et ça va être aussi très important de comprendre pourquoi il y a cette perte de calcium dans les urines pour arrêter la déminéralisation osseuse et aussi arrêter l'altération de la fonction rénale parce qu'il a quand même 120 de créatinine et il est encore jeune. Dans sa famille, il n'y a pas eu d'antécédent de colique néphrétique, pas de consanguinité connue, il est d'origine caucasienne. Pourquoi c'est important de demander ça? Parce qu'il y a plein de causes de pathologie lithiasique qui sont en lien avec des anomalies génétiques. Et puis, c'est aussi important de refaire le point sur les habitudes alimentaires. Et donc, comme je vous le disais auparavant, de refaire le point sur l'hydratation, les apports en protéines, en sel et les apports en calcium. Donc, ce qui est recommandé actuellement en France, c'est de manger entre 800 mg et 1 g de calcium par jour. On voit que ce patient, il mange pas beaucoup de calcium en fait, sauf que le reflet de notre perte de calcium dans les urines sur 24 heures est censé être le reflet de ce qu'on mange tous les jours en calcium. Donc lui, il mange pas beaucoup de calcium et pourtant il a l'air de perdre du calcium dans les urines. Donc il y a probablement une anomalie dans la régulation du calcium chez ce patient-là. Et comme on le voit, il a une calciurie qui est à 7,36 mmol par 24 heures, ce qui est élevé par rapport à ses apports en calcium qui sont faibles. Donc probablement, s'il mange les apports recommandés en calcium par jour, il perdrait encore plus de calcium dans les urines. Donc, pour comprendre d'où vient l'anomalie de la régulation du calcium, Charles Pack a développé en 1975 un test qui permet de voir s'il y a une dysfonction dans la régulation des différents organes qui régulent l'homéostasie du calcium, donc le système digestif, les os, le rein et les glandes parathyroïdes. Et ce test, comment est-ce que ça fonctionne ? On va demander aux patients pendant 3 jours de ne pas manger du tout de calcium. Au bout de ces 3 jours-là, on va le prendre en charge en hospitalisation de jour et puis on va faire un premier prélèvement urinaire. Si vous avez bien compris ce que je vous ai dit auparavant, normalement, vu qu'il n'a pas mangé de calcium, il ne devrait pas avoir de calcium dans les urines. Donc ça, c'est la première chose qu'on va regarder, le rapport calcium sur créate dans les urines. Pourquoi on fait un rapport calcium sur créate? C'est pour s'affranchir de la concentration. S'il a un taux de calcium sur créate qui est élevé, donc s'il y a une perte de calcium, elle vient pas. D'où vient cette perte de calcium? Soit des os, soit des reins qui perdent le calcium, qui n'arrivent pas à réabsorber le calcium. Donc ça nous donne déjà une première indication sur l'anomalie de la régulation du calcium. Par la suite, on va donner par la bouche du calcium au patient et 2 et 4 heures après, on va regarder le calcium qu'il perd dans les urines. Et le delta entre le calcium qu'il perd après et avant, ça va nous permettre de voir quoi? L'absorption digestive de calcium. On le donne per os. Si on a un delta qui est supérieur à 0,5, c'est que le patient absorbe beaucoup trop le calcium et donc il y a une anomalie cette fois-ci au niveau du système digestif. Et puis la dernière chose qu'on peut faire si on estime que le calcium ionisé n'a pas été assez augmenté et donc que la PTH n'a pas pu être assez freinée, c'est d'injecter du calcium IV pour avoir une calcémie élevée et regarder la freination de la PTH. Et il faut que cette PTH soit en dessous de 20 pour pouvoir dire que si le calcium ionisé est très augmenté, pour pouvoir dire qu'il n'y a pas d'hyperparathyroïdie. Donc ça, c'est un test de charge calcique ou un test de PAC. C'est quelque chose qui est développé depuis de nombreuses années et qui est réalisé dans des services d'exploration fonctionnelle. Donc, chez ce patient-là, on avait fait un test de charge calcique. Donc, il est arrivé 3 jours après, sans avoir mangé de calcium pendant 3 jours. Ce qu'on peut voir sur le bilan sanguin et le bilan urinaire, c'est qu'il a un taux de calcium qui est normal dans le sang. Il a par contre des phosphates qui sont, donc le phosphore qui est un petit peu bas, avec un seuil des phosphates qui est bas aussi, ce qui signifie qu'il perd, en plus de perdre du calcium, il perd probablement aussi du phosphore dans les urines. Et puis ce qu'on peut voir aussi ici, c'est qu'il a un calcium urinaire qui est bas. Pourquoi ?
parce qu'il n'a pas mangé de calcium pendant 3 jours. Alors, ce n'est pas le cas de tous les patients. Il y en a qui ont quand même un calcium urinaire élevé à l'arrivée, mais lui, il avait un calcium urinaire bas. On voit qu'il consomme à peu près 6 grammes de sel, donc ça c'est parfait. Il avait aussi une consommation en protéines, je ne l'ai pas mis là, mais qui était correcte. Et surtout, ce qu'on regarde, c'est si le recueil urinaire a été complet. Donc ça, on le regarde grâce à la créatinine. Donc ça, c'est les résultats de son test de charge calcique. Donc à l'arrivée, il avait un taux de calcium sur créate à 0,23, donc qui était inférieur à 0,35, donc il n'a pas de perte de calcium d'origine résorptive, donc qui vient des os, ou de perte rénale de calcium. Par contre, on peut voir que après avoir pris du calcium par la bouche, il augmente son delta de calcium dans les urines à 0,82. Donc, son anomalie de régulation du calcium vient du système digestif et donc il a une hyperabsorption digestive de calcium. Donc, quand il mange du calcium, il l'urine systématiquement, de façon abondante. Et on peut voir, là on l'avait injecté ce patient-là pour qu'il puisse avoir une calcémie ionisée qui nous permette d'interpréter la PTH. On peut voir qu'il baisse sa PTH en dessous de 20, donc il a un rapport calcémie ionisée PTH qui est normal, donc il n'a pas d'hyperparathyroïdie. Donc ce patient-là, en conclusion, qu'est-ce qu'il a? Il a une hyperabsorption digestive de calcium, ce qui explique pourquoi il perd du calcium dans les urines, ce qui explique son calcul. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc déjà, on a compris ce qui se passe au niveau physiologique, ce qui est quand même intéressant. Et ce patient avait aux alentours de 50 ans, donc il faut quand même rechercher les maladies qu'on appelle les granulomatoses, qui sont des maladies qui peuvent favoriser l'absorption digestive de calcium. Donc lui, on avait fait tout un bilan qui était négatif. Et puis après, c'est une recherche génétique. Et lui, la génétique avait retrouvé une mutation au niveau du gène CYP24A1 qui était classé 5, donc pathogène. Et il avait, en fait, c'est un gène qui est pathogène quand il est homozygote. Et là, lui, il avait 2 variations hétérozygotes, ce qui le rendait pathogène. Ce gène, c'est un gène qui permet de dégrader la 1,25-OH vitamine D. Et la 1,25-OH vitamine D, c'est l'hormone qui favorise l'absorption du calcium au niveau digestif. Et donc, ce patient n'arrivait pas, avait une hormone, une 1,25-OH vitamine D qui était trop importante, et donc une absorption digestive de calcium trop importante. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire chez ce type de patient-là? Il faut quand même qu'ils continuent de manger du calcium. Ce n'est pas parce qu'ils ont une absorption digestive de calcium qu'il ne faut pas du tout manger de calcium, parce que le risque, après, c'est la déminéralisation osseuse, parce que la 1,25-OH vitamine D a aussi une toxicité sur l'os. Donc, au lieu de leur recommander 1 gramme de calcium, donc 3 produits laitiers, on dit plutôt 800 mg, donc 2 produits laitiers. Et surtout, il faut que cette prise de produits laitiers soit étalée, parce que vous imaginez bien que si vous prenez les 800 mg d'un coup, au niveau urinaire, ça ne va pas très bien se passer. Et puis surtout, il faut qu'au moment de la prise de produits laitiers, qu'ils boivent pas mal, parce que s'ils ont une hyperabsorption digestive de calcium, mais en même temps, ils ont un volume urinaire suffisant, la concentration sera beaucoup moins importante et donc le risque de former des cristaux sera beaucoup moins important. Habituellement, chez certains patients qui ont des hypercalciuries, on peut leur proposer les diurétiques thiazétiques. Chez ces patients-là, c'est une très mauvaise idée parce qu'ils peuvent se mettre en hypercalcémie et donc c'est pas recommandé. On supplémente souvent les patients en pratique courante, tout type de patients en vitamine D. Ça, c'est des patients qui sont formellement contre-indiqués à la vitamine D, que ce soit en ampoule ou en gouttes. Et c'est pas rare qu'on voit des patients arriver avec une néphrocalcinose qui a été diagnostiquée vers l'âge de 20 ans, 30 ans et une maladie rénale, parce qu'en fait, ils ont eu des ampoules de vitamine D en étant jeunes et qu'ils avaient une sensibilité génétique associée.
Et puis surtout, vu que c'est la 1,25-OH vitamine D, c'est l'hormone qui est associée à la vitamine D, donc l'hormone du soleil, on leur demande de se protéger du soleil parce que plus ils synthétisent de vitamine D, plus ils vont faire de la 1,25-OH vitamine D et donc plus ils vont absorber leur calcium. Et donc il faut qu'ils se mettent à l'ombre, qu'ils se mettent de la crème solaire. C'est très important parce que typiquement j'avais un patient qui avait une hypercalcémie et qui avait cette mutation-là et qui avait fait un séjour aux Seychelles et qui est revenu avec 1,38 de calcium ionisé. Hein. Donc c'est hyper important la photoprotection. Et dans les thérapeutiques à venir, il y a une étude qui est en cours à Lyon sur le fluconazole. En fait, le fluconazole, c'est une molécule qui est bien connue dans d'autres utilisations thérapeutiques, qui inhibe la 1-alpha-hydroxylate, donc qui permet de dégrader la 1,25-OH vitamine D, ce qui est le problème chez ces patients-là. Et c'est une molécule qui avait déjà été utilisée chez un patient avec le même type de mutation que notre patient ici, et un enfant qui avait une autre type de mutation qui s'appelle NPT2C, qui donne aussi des hyperabsorptions digestives de calcium. Et en fait, ils se sont rendus compte que la calciurie avait baissé et que la fonction rénale s'était stabilisée. Donc peut-être, on espère que l'étude sortira bientôt avec les résultats et que cette étude sera concluante. C'est pas certain parce qu'il y a beaucoup d'effets indésirables, notamment sur le plan hépatique. Je vous remercie.